Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La conférence de presse du ministre chinois des Affaires étrangères reste toujours le point fort des deux sessions de chaque année. Quelle est la ligne directrice de la diplomatie chinoise actuelle et quelle est l'attitude de la Chine face aux dossiers diplomatiques majeurs? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le grand plaisir de recevoir sur notre plateau deux invités. Monsieur Xu Keibing, vous êtes expert de relations internationales et Monsieur Wu Zhexian, vous êtes ancien diplomate. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour. Alors, l'objectif principal de la conférence de presse du ministre chinois des Affaires étrangères est de tirer le bilan de la diplomatie chinoise en 2018. Et donc, quelles sont selon vous vos analyses de ce bilan? C'est certainement un bilan très positif. Vous savez, l'année dernière, on a fait beaucoup de choses. La Chine a été pays hôte de plusieurs événements importants. Voilà. C'est-à-dire, d'abord le forum de Bao. Voilà. Bao, c'est une petite localité, une station baleinière qui se trouve dans l'île de Rennes. Mais c'est là, chaque année, on tient un forum de haut niveau pour parler du développement de l'Asie. Bon. Or, le développement de l'Asie dépend aussi de la coopération entre l'Asie et le reste du monde. Du coup, des représentants, voilà, des personnalités du monde entier assistent à ce forum. Au cours de ce forum, le président Xi Jinping a réaffirmé la volonté de la Chine d'ouvrir davantage sa porte. Ça, c'est un message fort au monde qui connaît en ce moment justement une tendance au protectionnisme, à l'isolationnisme, à l'unilatéralisme. Bon, alors, deuxième élément important, c'était le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Bon, c'était un sommet un peu exceptionnel parce que c'est la première fois après l'élargissement, voilà, de cette coopération. Voilà. Cette organisation, en effet, a connu, voilà, un agrandissement avec deux nouveaux membres importants, l'Inde et le Pakistan. Donc, c'était la première fois que les deux grands pays voisins de la Chine se trouvent sur la même table dans ce cadre de coopération de Shanghai. Bon, troisième élément, le forum de coopération Chine-Afrique. Bon. 40 chefs d'État, 10 premiers ministres, un vice-président, plus le président de l'Union africaine sont venus. C'était un événement sans précédent. Et puis bien sûr, ce forum a abouti à des résultats très précis, très concrets, comme d'habitude. Bon. Quatrième élément, la première fois internationale d'importation que la Chine a organisée à Shanghai. C'était une grande première, non seulement en Chine, mais aussi dans le monde. Je crois qu'aucun autre pays dans ce monde n'a organisé une telle foire d'importation. Bon. Donc la Chine a été pays hôte de ces quatre événements importants, et en même temps la Chine était très présente dans tous les dossiers importants internationaux. Le président Xi s'est déplacé un peu partout dans le monde. Il a assisté surtout au sommet de l'APEC, au sommet du G20, et il a été également à la grande réunion des BRICS. Bon, à chaque fois, il a réitéré, voilà, la volonté de la Chine de défendre le multinationalisme, défendre le libre-échange commercial. Voilà. Un message fort, voilà, qui a rencontré des échos tout à fait favorables du reste du monde. Bon, ben vous voyez donc que la diplomatie chinoise était très active. Voilà, le bilan est certainement très positif. Merci Monsieur Wu pour résumer en fait les grands événements de l'année 2018 pour les téléspectateurs qui n'ont pas vraiment suivi la conférence. Alors en tant que chercheur expert, quelle est votre observation? Je l'ai suivi la presse de conférence toute la matinée. Attentivement, je pense que ça peut diviser en trois parties. Premier, bien sûr, c'est le bilan du passé, l'année dernière, comme M. Wu avait bien mentionné et énuméré tous les grands éléments. Et deuxième, bien sûr, c'est la perspective, c'est-à-dire la nouvelle orientation des décisions importantes pour cette année. La vie d'État du président ici et là, etc. Et le troisième, je pense, ça m'intéresse. Ça a dire aussi mon intention, c'était surtout la réponse point au point sur des dossiers
parfois un peu brûlants aussi, comme par exemple les relations, négociations entre la Chine et les États-Unis, la question, disons, du dossier nucléaire nord-coréenne, mais aussi par exemple sur l'affaire de Huawei, etc. Donc il y a un bilan du passé, je dirais préparation, exécution pour l'année en cours et enfin, je dirais, bien sûr, c'est des dossiers concrets. Les trois. Finalement, ça montre, moi je pense que d'une part, c'est une continuité d'engagement, de participation, voire à initiative dans la gouvernance mondiale, comme par exemple sur la route de soie maritime et terrestre, la continuité. Et deuxième, c'était surtout je dirais une continuité aussi dans les efforts de rétablir, à normaliser, à perfectionner des relations de nouveaux types avec de grands pays, grandes puissances. Par exemple, cette année, la Chine, le président Xi Jinping va visiter la France, mais aussi, par exemple, la Russie, etc., etc. Et troisièmement, comme je le répète, c'était surtout, ça attire mon attention, des dossiers concrets. Alors, parlant du dossier concret, on voit effectivement, il y a des dossiers, comme vous dites, brûlants qui surviennent. Déjà, dans la deuxième question, c'est sur la question de la péninsule coréenne. Et comment voyez-vous, à travers la réponse du Premier ministre, la position de la Chine aujourd'hui sur ce dossier? Je pense que la réponse était très claire. D'abord, voilà, on se félicite du progrès qui a été accompli. Deuxièmement, c'est vrai, il y a eu un résultat inattendu de la deuxième rencontre entre les dirigeants nord-coréens et américains. N'a pas abouti. Ça n'a pas abouti à un accord. Mais ceci étant, il ne faut pas dramatiser les choses. La porte reste ouverte par les deux parties. Et le ministre a bien expliqué que pour un dossier tellement épineux, qui date de longues années, il ne faut pas espérer que ça se règle du jour au lendemain. Voilà. Donc, il suffit de poursuivre les efforts, il suffit de garder cette volonté d'aboutir, il suffit de travailler davantage. Voilà. Finalement, on a toujours l'espoir de voir le problème résolu. Donc, la Chine propose que ce soit réalisé avec une feuille de route basée sur la similarité. C'est-à-dire, il faut que les deux parties avancent de façon simultanée, par étapes, et avec un mécanisme de contrôle accepté par les deux parties. Je pense que la proposition faite par le ministre Wang Yi est tout à fait rationnelle et raisonnable. Donc, à chaque fois, la Chine apporte sa sagesse à la résolution des dossiers épineux. Alors, on va poursuivre dans notre deuxième thématique, c'est ce que je viens d'indiquer, la relation entre la Chine et les États-Unis. On voit que l'affaire Meng Wanzhou a été bien sûr une question qui attire beaucoup d'attention et aujourd'hui c'est la première fois que le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères a répondu officiellement à cette affaire et il a indiqué que c'est une pression politique délibérée et nous allons aider les entreprises et les particuliers à utiliser toutes les armes égales à disposition pour protéger les droits et intérêts légitimes. Et nous devons protéger les intérêts légitimes et le droit au développement du peuple et de la nation. Donc que pensez-vous de cette déclaration? Alors, professeur Xu. Oui, moi je pense sur cette affaire-là, disons un peu en gros. D'abord, il s'agit d'un coup de frappe politisé, idéologisé. Et deuxième, c'est que Ottawa, c'est-à-dire Canada, a volontairement être instrumentalisé pour l'intérêt de l'autre. Et maintenant, comment on va traiter? Moi, je pense que, par exemple, de l'autre côté, on dit toujours que c'est une affaire judiciaire. En réalité, comme je le dis, c'est un coup plutôt monté, disons, à des fins politiques. Le vise, c'était surtout cette émergence, c'est la puissance technologique, etc., de la Chine. Et sur ce point-là, on n'a plus rien à faire de concession. Là, il faut faire la défense légitime.
Probablement le clé, moins, je dirais, se trouve entre le Canada et la Chine, mais c'est plutôt le clé se trouve à Washington. Bon, je crois que le ministre a bien donné une définition claire de ce dossier, c'est-à-dire ce n'est pas une affaire juridique, c'est plutôt un acte politique qui vise à exercer des pressions sur une entreprise performante sur le plan technologique. Bon, je crois que c'est là le fond de ce dossier. Je pense que personne de ce monde n'est dupe de la vérité. Tout le monde comprend que ce sont les États-Unis qui veulent embêter une entreprise performante, concurrentielle, de haute technologie. Il faut savoir que Huawei, c'est le numéro 1 en chiffre d'affaires dans le monde du secteur de télécommunications. Huawei investit énormément dans la recherche technologique. Il y a 80 000 ingénieurs et chercheurs travaillent à Huawei pour développer la haute technologie, surtout pour la télécommunication 5e génération. Bon, alors, donc, le motif des États-Unis est clair. Bon, le rôle joué par le Canada, encore une fois, c'est vraiment dommage. Maintenant, le ministre a bien dit, la Chine est toujours très ferme à cet égard. La Chine est prête à défendre les intérêts légitimes des entreprises chinoises et des citoyens chinois. Bon. Nous souhaitons bien qu'il y ait une atmosphère favorable à la concurrence loyale. Quand vous avez des entreprises compétitives, il faut jouer le jeu de concurrence. Il faut être plus compétitif que vos partenaires. Mais il ne faut pas utiliser des moyens ridicules comme ça, enlever... Arrêter la fille du patron de l'entreprise, pour moi c'est un enlèvement, c'est une prise d'otage. C'est pas logique, c'est pas logique. Donc nous espérons bien que finalement les gens vont comprendre que ça ne sert à rien d'arrêter la fille du patron. D'ailleurs le patron lui-même a dit on se trompe de l'acte lorsque on veut empêcher Huawei de se développer, mais c'est pas parce qu'on arrête ma fille que Huawei va s'arrêter. C'est pas possible, c'est pas la même chose. Il faut pas confondre tout ça. Je crois que personne, encore une fois, dans ce monde n'est dupe de cette affaire. Je veux ajouter qu'aujourd'hui, on peut tirer, je dirais, comme leçon, comme expérience, c'est que l'enjeu international se joue de plus en plus, non seulement en économie, en militaire, mais de plus en plus en haute technologie, surtout la technologie de dernier cri. Et deuxième, c'est qu'on se souvient à nos propres trajectoires. À la fin, disons, des années 70, quand on se sentait, on est un peu en arrière, on se trouve dans une position de rattrapage. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouverture, introduire, exporter les autres pour éviter et pour bien sûr surpasser. Et le deuxième, c'était surtout, je dirais, une réforme en profondeur à nous-mêmes. J'ai beaucoup de regrets qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, disons surtout des pays, disons, anciennement développés, c'est-à-dire les États-Unis et l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. Quand on a ce type de situation de concurrence, c'est qu'ils ne se réformaient pas suffisamment chez eux, mais c'était, une fois de plus, utiliser les anciennes recettes, je dirais protectionnisme, barrières, disons, techniques, voire inventer, disons, des armements judiciaires pour empêcher une sorte de concurrence loyale. C'est la faute plutôt à eux. On voit que ce dossier fait partie du dossier de la relation entre la Chine et les États-Unis. On voit il y a un journaliste qui a soulevé l'hostilité en quelque sorte aux États-Unis envers la Chine parmi les politiciens, parmi les hommes politiques. Et alors, on trouve que la réponse du ministre chinois des Affaires étrangères est toujours, il insiste beaucoup sur la coopération, sur une coopération gagnant-gagnante. Mais est-ce que
à la Chine seule, elle peut œuvrer à une relation sino-américaine vraiment de coopération, d'entente. Donc, quel est votre avis sur la perspective de cette relation en 2019? Je crois que le ministre a bien parlé des relations sino-américaines. Voilà, donc, si on regarde de façon rétrospective et puis pour l'ensemble des relations durant plusieurs dizaines d'années, dans l'ensemble, c'est la tendance de coopération qui l'emporte. Voilà. Bien sûr, il peut toujours y avoir des problèmes. Voilà. Mais là, la raison, c'est qu'il faut que les deux parties travaillent ensemble, dégager des convergences de vues et réduire les divergences de vues. Voilà. Bon, je pense que c'est là la raison. En tout cas, pour la Chine, il n'y a aucune raison de considérer les États-Unis comme un rival, voilà, ou comme un concurrent redoutable. Non, c'est un partenaire. Pour nous, tous les pays sont considérés comme partenaires de coopération et nous voulons bien mener des coopérations gagnant-gagnant. Voilà, donc M. Wang Yi a encore insisté sur la nécessité d'abandonner cette mentalité de la guerre froide. Il faut absolument rejeter cette mentalité de la guerre froide, de confrontation. Pour nous, les Chinois, nous avons abandonné cette vieille mentalité de confrontation depuis des années, depuis des décennies. Mais je pense que dans la philosophie chinoise, déjà, c'est surtout la logique de coopération, de s'entendre ensemble. Mais est-ce qu'il y aura des différences de logique déjà dans la culture occidentale? C'est les jeux à somme zéro. Donc, pensez-vous qu'il y a ce genre de... C'est ce genre de confrontation née sur vraiment une différence culturelle qui ne peut pas être corrigée? Je dirais que ça touche bien sûr plusieurs essences, si vous voulez, civilisationnelles ou culturelles. Au moins, ce que nous ne croyons pas une sorte de transition hégémonique en disant, voilà, c'est un jeu entre zéro ou tout gagnant. Alors nous préférons plutôt c'est que, disons, gagnant-gagnant, disons, coopération, etc. C'est l'ensemble. Donc c'est la différence de logique assez différente. Et deuxièmement, je vais tout de même indiquer qu'avec un rythme d'accélération, actionnité entre différentes parties du monde, c'est que nous, aujourd'hui, nous défendons, nous disons, nous donnons haut et fort, je dirais, le drapeau de gouvernance, de multilatérisme, et on n'est pas cavalier tout seul. En réalité, moi je pense qu'ici, en Afrique, en Europe ou ailleurs, dans le reste du monde, des partisans, je dirais, de sagesse, des esprits comprennent cette complémentarité, cette coopération, plus que, par exemple, les hommes politiques, cet établissement ici et là. Donc on n'est pas tout seul, comme chevalier tout seul. Et le troisième, tout de même, je pense qu'on doit rester objectif. D'une part, bien sûr, on essaie de faire pour le meilleur, comme on le dit, mais tout de même, on pense au cas nécessaire. Il faut, disons, préparer le pire quand, par exemple, les autres ne veulent pas vous coopérer ou vous faire plus de choses à conscience. Mais en tant qu'ancien diplomate, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur la relation sino-américaine en 2019? Je crois que le ministre Wang Yi avait déjà donné la réponse, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Il faut regarder les choses, voilà, à long terme. Et du coup, voilà, comme il a rappelé que durant toutes ces décennies, voilà, les Chinois et les Américains ont plutôt bien géré dans l'ensemble leurs relations, malgré les difficultés, les obstacles, voilà, et tout. Bon, pour l'avenir, bien sûr, il suffit que les deux parties aient la même volonté de garder justement cet état d'esprit, de l'entente, de coopération gagnant-gagnant. Voilà. Bon. Monsieur Wang, lorsqu'il a répondu à la question d'un journaliste qui parle justement de la position chinoise sur tel ou tel dossier, pour lui qui paraît un peu agressif, voilà, selon ce qu'il a dit à propos des positions prises par certains diplomates, M. Wang a encore réitéré ceci. La Chine est un pays et plusieurs de vieilles civilisations, plusieurs millénaires. Voilà.
pour la mentalité chinoise, c'est la modération et c'est la modestie qui prévaut, qui prévale. Voilà. Bon. Alors, donc la Chine peut devenir de plus en plus puissante, mais cela ne veut pas dire que la Chine adoptera des positions agressives. Ce n'est pas le genre des Chinois. Bon, mais ceci étant, la Chine, quand c'est nécessaire, la Chine défend bien sûr ses intérêts légitimes. Bon, la Chine restera toujours indépendante, mais cela ne veut pas dire que la Chine, voilà, lorsqu'il discute des dossiers avec les partenaires internationaux, la Chine prendra un comportement autoritaire. Voilà. Il a expliqué aussi. Voilà. La Chine, tout en défendant ses droits et ses intérêts légitimes, voilà, ne cherchera jamais, ne prétendra jamais à l'hégémonie mondiale. Là, je crois que ce n'est pas la première fois que la partie chinoise voilà, confirme cette politique à long terme. Le président Xi lui-même, à toutes les occasions importantes, il réaffirme la Chine ne prétendra jamais à l'hégémonie mondiale. Voilà. Ça, c'est une position constante et qui ne changera pas. Alors on va revenir sur cette question à la fin de notre émission sur l'avenir de la diplomatie chinoise dans son ensemble. Mais il y a un dossier très important aussi, c'est la relation entre la Chine et l'Europe qui a été soulevé aussi dans cette conférence. Alors Monsieur Xu, vous êtes souvent en contact avec les chercheurs européens, donc quel est votre avis sur la perspective de la relation sino-européenne dans l'année 2019? Je pense par exemple l'Union européenne, et peut-être depuis sa création, aujourd'hui rencontre les plus moments de difficulté. Non seulement politique, mais on voit ici, là, partout, je dirais la montée du populisme, voire du nationalisme chauviniste, etc. C'est bien sûr, c'est pour nous, mais pour les Européens eux-mêmes, c'est aussi, est-ce que par exemple le devenir de l'Union européenne, voire son existence, là, un grand point d'interrogation, au moins une grande incertitude existe. C'est justement là, je dirais que nous réaffirmons notre soutien parce qu'on pense que c'est le destin de l'Europe, c'est-à-dire l'union fait la force, intégration culturelle, économique, etc. Malgré les difficultés, finalement, c'est que nous, je pense que maintenant, la visite bientôt du président Xi Jinping, la visite d'État en France, montre, je dirais, ce soutien diplomatique à ce choix d'intégration. Premier. Et deuxièmement, je pense aussi l'important, c'est qu'on ne peut pas voir uniquement la survie, voire la consolidation, la continuité de l'Union européenne entre, soi-disant, l'axe Paris et Berlin. Il faut voir, disons, aussi, je dirais, l'Europe élargie. C'est là, moi, je pense, en même temps qu'on doit renforcer aussi notre, disons, pilier aussi important dans les relations Chine-L'Union européenne, c'est-à-dire le 6+1. Le dialogue et disons, le haut niveau entre ces pays, l'anciennement, l'Europe de l'Est et du milieu, et aussi entre la Chine. C'est là aussi ce troisième pilier que j'appelle. Là, il faut renforcer parallèlement. Alors, il y a un autre sujet parce que l'ambassadeur, où vous avez été ambassadeur pendant quelques années en Afrique, en fait, la relation sino-africaine est un sujet très important aussi pour cette année. Donc, selon votre propre expérience et la réponse donnée par le ministre chinois des Affaires étrangères, alors, quelle est votre attente sur le développement de la relation sino-africaine en 2019? Bon, alors, il n'y aura aucune difficulté pour le développement de la coopération sino-africaine. L'expérience nous a déjà montré que depuis le début de ce siècle, cette coopération s'accélère avec une vitesse incroyable. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique et durant 9 années consécutives. Alors ce matin, on m'a posé une question, mais comment expliquez-vous ça? J'ai répondu que tout simplement, les deux côtés se développent.
Voilà. La Chine se développe, l'Afrique aussi. Lorsqu'on se développe, on a plus de capacité de coopérer, voilà, de mener des projets de coopération, voilà, plus nombreux, voilà, plus importants. Voilà. Donc aujourd'hui, la Chine et l'Afrique se trouvent dans la très bonne voie de coopération, surtout dans le cadre de forum de coopération Chine-Afrique. Vous savez bien que l'année dernière, il y a eu un sommet, voilà, Chine-Afrique qui a réuni 40 présidents africains, 10 premiers ministres africains, un vice-président, plus le président de l'Union africaine, qui étaient tous venus à Pékin. Voilà. Et les Chinois et les Américains ont discuté des projets pour les 3 ans à venir, parce que le mécanisme de ce forum veut que tous les 3 ans, on tient une réunion pour faire le bilan de coopération des 3 ans précédentes et pour identifier les projets à réaliser pour les 3 ans à venir. Bon, l'année dernière, voilà, c'était aussi le cas, et sauf que on était plus nombreux, voilà, c'était vraiment sans précédent. Alors le président Xi, à cette occasion, a proposé 8 grandes initiatives, voilà, pour approfondir encore davantage la coopération sino-africaine. Et ce sont des initiatives qui sont basées sur des mesures concrètes. Voilà, il y a une centaine de mesures concrètes, voilà, qui accompagnent les 8 initiatives. L'exemple, le chemin de fer à Nairobi et Mombasa, le chemin de fer Addis Abeba, Djibouti, ce sont des grands projets importants, avec un montage financier dans le cadre de coopération sino-africaine. Les 2 parties, aussi bien la Chine que nos partenaires africains, contribuent à la réalisation de ce genre de projet important. Avant, c'était difficilement envisageable parce que voilà, on n'était pas encore au niveau, voilà, de capacité. Maintenant, vous voyez, ça se fait. Voilà. Donc, pour les années à venir, la coopération sino-africaine, je suis tout à fait optimiste. Il n'y a aucune raison de s'en douter, hein, parce que ça va continuer. On va travailler, voilà, sur le terrain, très concrètement, projet par projet. 3 ans après, on va faire le bilan. Voilà. On sera, voilà, très heureuse de constater que, voilà, encore une fois, on a fait beaucoup de choses. Notre émission touche à sa fin. Pour résumer, Monsieur Xu, parce que l'ambassade a répondu partiellement à ma question sur l'avenir de la diplomatie chinoise, et quel est votre avis très brièvement? J'ajoute encore 2 mots sur les relations sino-africaines. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui, l'élection devient, disons, périodisée en Afrique. Alors, on doit, je dirais, perfectionner notre diplomatie pour mieux adapter à une situation où, disons, le changement de dirigeants issu de l'élection. Alors, pour que cela, le changement de dirigeants ne soit pas trop perturbé dans les relations bilatérales. Parce que cette année, c'est l'année d'élection pour le continent africain. Il y a plus de 15 pays qui vont faire des élections, disons, présidentielles. Et deuxièmement, je pense, c'est surtout, nous devons mieux se perfectionner notre rôle. Ce n'est plus comme bailleur de fonds, assistant, disons, en permanence, mais aussi, ça devient quoi? C'est surtout rapport, transfecteur de technologie, disons, investisseurs, et aussi, disons, les bâtisseurs, disons, de l'usine, de l'industrie, etc. Dans ce domaine-là, on doit se perfectionner. Il y a un bon début, mais il faut encore une continuité. Sur la diplomatie, moi, je pense qu'au fond, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période de grande transition planétaire. Et on a, à ce moment-là, plus besoin de visionnaires. Sur ce point-là, la Chine, à vrai dire, a fait un bon exemple. Ce n'est pas simplement un dirigeant, mais une équipe visionnaire qui va mieux, disons, analyser, s'adapter, le changement et jouer un rôle plutôt positif dans la gouvernance mondiale. Alors, je vous remercie, Monsieur Xu, l'ambassadeur, d'avoir partagé vos analyses avec nos téléspectateurs. C'est un plaisir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.